Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être nombreux cet après-midi pour cette visioconférence donc consacrée au terrorisme, histoire et mémoire. Donc cette visioconférence est organisée en lien avec la journée du 11 mars qui, depuis 2020, est la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme en lien avec la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Donc date du 11 mars, hein, qui renvoie à la date des attentats de Madrid en 2004. Donc j'ai employé les termes d'hommage, de commémoration, de victimes. Donc tous ces termes renvoient à la question des réponses au terrorisme, réponses qui passent par la mémoire, qui passent par la résistance et la résilience. Et toutes ces questions présentent au moins un double enjeu, un enjeu de connaissance et un enjeu de reconnaissance. Donc un enjeu de connaissance et de reconnaissance, je reprends les termes utilisés par Henri Rousseau, président du musée mémorial du terrorisme dont il va être question cet après-midi. Donc enjeu de connaissance, comment définir le terrorisme, en quoi est-ce que les approches historiques comparées nous permettent de mieux comprendre ce phénomène pour mieux le combattre et le prévenir. Enjeu de reconnaissance ensuite, comment rendre hommage aux victimes, pourquoi et comment rappeler la mémoire des attentats. Donc cette visioconférence, elle a pour objectif de répondre à ces questions sur un plan scientifique, sur un plan pédagogique, le tout pour mieux accompagner les élèves dans leur réflexion sur ces questions et dans leur engagement civique. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir et j'ai l'honneur d'accueillir donc Madame Raflik Grenouillot et Madame donc qui est à distance à Nantes et Madame Lola Jarry qui est à côté de moi. Donc Madame Raflik Grenouillot est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Nantes. Elle est spécialiste d'histoire politique et d'histoire des relations internationales. Et donc, Madame Rafik Grenouillot, vous avez notamment publié un ouvrage intitulé La quatrième République et l'Alliance Atlantique, influence et dépendance, 1945-1958, ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes en 2013 et qui est issu de votre thèse de doctorat d'État. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Gallimard en 2016, intitulé Terrorisme et mondialisation, approche historique. Et c'est un ouvrage donc important, d'autant plus important qu'il comble un manque, celui d'une approche résolument historique et géopolitique globale du terrorisme. Donc, votre approche dans cet ouvrage inscrit le phénomène dans le temps, un temps long et un temps plus court, inscrit le phénomène dans l'espace à différentes échelles, et cette approche donc permet de mieux comprendre le terrorisme contemporain dans ce qu'il a de vraiment spécifique. Donc vous nous fournirez des éclairages sur également sur le musée mémorial du terrorisme, donc sur les enjeux mémoriels de la question du terrorisme, en tant que membre du comité de préfiguration de ce musée mémorial que vous présenterez, et musée qui ouvrira ses portes en 2027, mais qui a déjà été lancé il y a 2 ans et qui est déjà
très actif, notamment sur le plan pédagogique. Deuxième intervenante, Madame Lola Jarry, vous êtes professeure d'histoire-géographie au collège Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec et vous avez accepté de vous engager avec vos élèves dans une belle aventure, celle de l'exposition collective construite avec les élèves et avec des collègues des autres académies franciliennes et un autre établissement de l'académie de Créteil. Donc une exposition d'abord numérique, donc qui est en cours de construction et donc qui est la première œuvre, la première réalisation de ce musée mémorial du terrorisme. Donc Madame Raflik Grenouillot, je vous laisse la parole. Alors, juste avant ceci, donc si vous souhaitez interagir, donc là je parle aux participants, vous êtes invités à le faire à travers le chat. Et donc à la suite de l'intervention de Madame Raflik Grenouillot, donc nous poserons les questions et nous ferons de même pour Madame Lola Jarry. Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. C'est bon. Très bien. D'abord, c'est quand même pas une thèse d'État que j'ai fait. Je suis pas si âgée que ça. C'était une thèse et pour le coup, terrorisme et mondialisation était mon HDR. Parce que la thèse d'État, en fait, c'était un seul et unique exercice universitaire auparavant. Peu importe. Alors, j'interviens aujourd'hui, en fait, un peu à double titre. Et je vous ai mis les deux adresses mail si vous avez envie, pourquoi pas, de me contacter par la suite. C'est-à-dire que je suis membre du groupe permanent, de l'équipe permanente de préfiguration du futur musée mémorial. Et puis évidemment professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nantes. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement parce que vu l'ampleur du sujet, évidemment, je ne peux pas forcément aller dans l'ensemble des thématiques qui pourraient être intéressantes sur la question, mais rapidement essayer d'articuler ces deux dimensions, histoire, mémoire, et avant toute chose, la question qui est la question sur laquelle on bute de façon permanente, qui est la question de la définition du terrorisme. Alors, tout d'abord, il n'y a pas de suspense, je ne vais pas révéler un scoop aujourd'hui, on n'a pas de définition du terrorisme, donc on a des pistes de réflexion, d'explication, on a des définitions au pluriel qui permettent de réfléchir sur cette notion qui, de fait, et c'était vraiment l'écueil du musée mémorial, est une notion qui va prendre des sens très différents à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors, pour revenir un peu sur la notion, sur le concept de terrorisme, il faut revenir sur le mot, on va faire de l'étymologie de façon assez classique. Terrorisme, ça vient du latin terrere, faire trembler, qui renvoie à une des intentions premières de toute forme de terrorisme, c'est-à-dire de susciter une peur extrême, de terroriser. Bon. Ceci dit, ça ne nous permet pas de définir le terrorisme, puisqu'évidemment, la terreur va pouvoir être ciblée par d'autres modes opératoires. Alors, en ce qui concerne le mot lui-même, le mot terroriste apparaît avant le mot terrorisme. Il apparaît dans un contexte qui est très précis. Il apparaît en 1794. Gracchus Babeuf parle des patriotes terroristes de l'an 2 de la République. Et puis, il apparaît assez rapidement dans la littérature à ce moment-là. Alors, pour désigner quelque chose de très précis, qui est le mode de gouvernement de la terreur, la politique de terreur menée par Robespierre. Sur cette origine du mot, il y a deux choses à retenir. D'abord, c'est initialement un mode d'action de l'État contre le peuple, c'est un mode de gouvernement, mais, et c'est le deuxième point qui me semble intéressant, il est d'emblée péjoratif. Alors, c'est important, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir,
le mot est quasiment toujours péjoratif, sauf lorsqu'il va être utilisé comme équivalent de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, très court laps de temps où il prend une connotation positive. Sinon, c'est un mot qui est en général un mot péjoratif, et de fait, quand il est utilisé pour désigner les partisans de Robespierre, il va être utilisé massivement par les détracteurs de la politique de Robespierre. Alors ça, c'est l'origine du mot, mais son sens et ses usages évoluent extrêmement rapidement. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, il ne désigne plus un mode de gouvernement, mais il va désigner au contraire des violences tournées contre l'État. Et il va le faire dans deux cadres. Le mot va être utilisé de deux façons. La première, c'est pour désigner des mouvements, et c'est le premier sens chronologiquement, des mouvements indépendantistes, des mouvements d'émancipation, en gros liés au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais l'expression n'est pas contemporaine. Et surtout, on le trouve dans le Larousse, par exemple, pour évoquer les Polonais, le comité d'action polonais, le terrorisme du comité d'action polonais, donc sur fond de grand partage de la Pologne. La Pologne n'existe pas, c'est donc un mouvement insurrectionnel pour obtenir l'indépendance de la Pologne, et on le trouve pour évoquer les Irlandais. Là aussi, on va parler du terrorisme des Irlandais de façon extrêmement précoce. Donc, des mouvements plutôt indépendantistes, mais, et là encore c'est très important de le préciser, toujours utilisés par des détracteurs, toujours utilisés dans un sens péjoratif. Et le deuxième sens que va prendre ce mot, et très rapidement il en devient à la fin du 19e quasiment un synonyme, c'est pour désigner les anarchistes. Les terroristes, ce sont les anarchistes. Alors là, il y a un point qui est extrêmement intéressant. Le mot ne va pas figurer dans les textes de loi, dans la législation. Je vais y revenir. Mais en revanche, on va le trouver communément dans la presse. Le terroriste, l'utilisation pour désigner dans les articles de presse des anarchistes, et on va le trouver très régulièrement dans tout ce qui est archives de police, rapport de police. Le terroriste, c'est l'anarchiste, ça devient quasiment synonyme. Alors, on a donc un mot qui va évoluer très rapidement et qui, de mode de gouvernement, devient au contraire un mot qui désigne des violences tournées contre l'État. On a une inversion totale de ce sens. Bon, on pourra revenir dans le débat sur ce qu'on va appeler le terrorisme d'État, mais ensuite, dans les acceptions juridiques qui vont arriver, on voit que vraiment, ça s'est totalement inversé. Alors, en ce qui concerne les difficultés de la définition, là c'est valable finalement sur l'ensemble de la période des origines, hein, donc de 1793 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi a-t-on du mal à définir le terrorisme? D'abord à cause de la diversité des organisations qui sont qualifiées de terroristes. Diversité qui est une diversité idéologique. On va avoir des terrorismes d'extrême droite, d'extrême gauche, des terrorismes indépendantistes, nationalistes, religieux, etc. On peine à trouver un point commun dans cette diversité idéologique, diversité géographique. Le terrorisme est un phénomène universel, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi. Dans la diversité sociale, ça c'est un point très important, hein. Il n'y a pas de profil social des terroristes. Il y a des a priori, il y a des idées reçues, mais il n'y a pas de profil social des membres de ces organisations. Et puis diversité dans le mode même des organisations et des institutions finalement qui les entourent. On va avoir des groupes terroristes, qualifiés de terroristes, qui sont de véritables armées ou États, hein, dans leur structure, avec des hiérarchies, avec de forts effectifs. Et puis on va avoir des groupes qui sont des groupuscules, voire des individus isolés. Donc on a une très grande diversité des organisations, on a une très grande diversité des contextes dans lesquels ces organisations vont opérer, là aussi, hein, à la fois géographique, politique, social, organisationnel, etc., et historique bien sûr. Et puis, dans les autres éléments de difficulté, bien, ces groupes terroristes ne se qualifient jamais de terroristes, par définition. Et donc, on est toujours dans une qualification extérieure. Alors, presque tous ces groupes vont utiliser, on a très souvent la référence à l'armée. L'armée, les combattants, les soldats, évidemment pour légitimer
on a toute la dialectique entre la légitimité et l'illégalité ou la légalité des opérations. On va avoir tout le registre pour les années 70-80 notamment, du révolutionnaire, du guérilleros, voilà, de l'insurgé, et puis on va avoir pour les dimensions religieuses les djihadistes, en tout cas qui renvoient aussi d'ailleurs à un vocabulaire militaire de combat. Et donc évidemment, du coup, sont souvent désignés de terroristes des opposants, et c'est un autre élément de cette difficulté de définition, c'est qu'on a une instrumentalisation de l'expression, on a cette instrumentalisation du 19e jusqu'à aujourd'hui autour de qui est terroriste, et puis cette fameuse polémique, le terroriste des uns et le résistant des autres. Alors, dès le 19e siècle, face aux anarchistes, notamment quand les attentats anarchistes commencent en Europe occidentale, la Russie tsariste et puis l'empereur d'Allemagne se disent que c'est une bonne occasion d'éliminer leurs opposants politiques et donc d'utiliser le mot terrorisme dans ce contexte-là. Et puis juste un autre exemple plus proche de nous pour montrer à quel point on va avoir du mal à qualifier ou à définir ces notions. Les Britanniques vont réfuter l'utilisation de l'étiquette terrorisme dans l'entre-deux-guerres à propos, par exemple, des Macédoniens ou bien des Arméniens au sein de l'Empire ottoman, et plus encore des Grecs autour de 1830 qui combattent pour l'indépendance grecque, mais ils l'utilisent pour les Irlandais. Voilà, finalement, le terrorisme, c'est toujours à l'extérieur, pas au sein, enfin, c'est plutôt dans ses frontières, dans ses projections indépendantistes. Et donc, on a cette instrumentalisation politique qui va rendre l'utilisation parfois très compliquée de ce mot. Et puis, autre aspect, c'est un phénomène qui est en évolution constante. Alors là, on le voit notamment dans tout ce qui est mise en pratique de l'antiterrorisme, c'est-à-dire que le terroriste invente systématiquement de nouveaux modes opératoires, les combine à des modes opératoires qui ne sont pas terroristes, et puis on a finalement des changements permanents. Alors, à cet égard, un autre mot va lui aussi poser question, c'est le mot d'attentat. On est toujours dans ces polémiques, attentat, non attentat, j'avance un tout petit peu, je reviendrai là. Voilà, on a vu ces polémiques et ces discussions agiter notre société, notamment au moment de la mosquée, l'attentat contre la mosquée de Bayonne, ou bien l'attentat de la préfecture de police de Paris. Est-ce que c'était un attentat? Est-ce que c'était pas un attentat? Le discours est revenu systématiquement dans les médias. En réalité, si on prend la définition juridique de l'attentat, c'est une remise en cause tout simplement de l'État. C'est une tentative de coup d'État. Donc, sans juridique, ce n'était pas un attentat. Mais la société a donné un autre sens au mot attentat qui est quasiment devenu synonyme de terrorisme. Et pendant très longtemps, l'attentat, ça a été l'attentat à la bombe. Tout simplement parce que c'était ce qui était le plus courant finalement, notamment lié à l'épisode anarchiste. Et puis petit à petit, l'attentat a évolué. Il y a eu les détournements d'avions, il y a eu les prises d'otages, il y a eu les fusillades, il y a eu les attaques au couteau, etc. Et donc l'évolution constante du phénomène fait qu'on a de plus en plus de difficultés à mettre des choses très diverses derrière un seul mot. Et puis tout ça s'articule toujours à d'autres modes opératoires, économiques, politiques, militaires. Certains groupes terroristes ont tout simplement des organisations parallèles, légales, à la fois qui présentent des candidats aux élections, qui font de la communication, qui ont des groupes de presse, qui ont des médias et qui vont occuper le terrain politique, notamment et médiatique. Donc tout ça rend, et là où commence le phénomène terroriste et où s'arrête-t-il? Tout ça est encore compliqué si on regarde à l'échelle des individus, puisqu'on voit que très souvent le parcours terroriste vers le terrorisme est un parcours évolutif. Alors, je prendrai qu'un seul exemple. Andreas Baader, donc le fondateur de la bande à Baader-Meinhof, Andreas Baader commence tout simplement par des manifestations, donc tout ce qu'il y a de plus légal, et notamment dans la grande manifestation berlinoise de février 68, et puis des incendies, et puis petit à petit,
les meurtres et les bombes. Et donc, on a une gradation, mais du coup, à quel moment commence le terrorisme? À quel moment, finalement, va-t-on utiliser cette qualification et pas une autre? À quel moment passe-t-on de la petite délinquance à l'engagement terroriste? Il est assez difficile, évidemment, de répondre là aussi à ces questions. Donc, tous ces éléments vont rendre la définition même du terrorisme extrêmement complexe. Alors, pour autant, on a des définitions. Pas deux définitions universelles, mais des définitions. Alors, il faut préciser qu'on a eu une tentative de définition universelle. Elle émane de la Société des Nations. Après l'attentat de Marseille contre le roi Alexandre de Yougoslavie, la Société des Nations se saisit de la question de la lutte contre le terrorisme et va élaborer deux documents. Le premier, c'est une convention internationale pour mener la lutte contre le terrorisme qui définit le phénomène, qui propose une définition du phénomène. En réalité, la Société des Nations fait une liste de types d'attentats. Liste extrêmement intéressante parce qu'on a déjà les attentats biochimiques, les attentats, l'utilisation de virus, d'épidémies, voilà, de choses comme ça, les attentats contre les moyens de transport, de communication, mais c'est une liste. Et puis une liste de cibles également. La Société des Nations, il faut le préciser, fait autre chose pour la lutte antiterroriste. Elle fait un projet de Cour pénale internationale. Parce que justement le phénomène est instrumentalisé, parce que le phénomène est difficile à définir. Pour éviter ces instrumentalisations, la Société des Nations a l'idée de créer une Cour pénale internationale qui aurait siégé à La Haye et qui aurait jugé des crimes de terrorisme de façon extérieure aux États ciblés. Le problème, c'est qu'évidemment, ces actes sont finalement conclus en 1938, c'est l'engrenage vers la Seconde Guerre mondiale, et ils n'ont jamais été ratifiés et ne sont évidemment jamais entrés en vigueur. Ils sont même totalement tombés dans l'oubli. Ils ont été ressortis très récemment, et c'est assez intéressant, ils ont été ressortis par Robert Badinter. Qui a trouvé dans le contexte post-2015 un intérêt à ces travaux anciens et qui avait relancé le projet de Cour pénale internationale. Alors, échec pour la Société des Nations. Quant à l'ONU, l'ONU a écarté très vite la question de la définition parce que l'ONU a buté sur une problématique très rapidement, qui est la problématique palestinienne. Et définir le terrorisme impliquait de trancher sur la problématique palestinienne et l'utilisation du mode opératoire terroriste par les organisations palestiniennes. Donc l'ONU n'a pas défini le terrorisme et en 2001, l'ONU a même dit, c'est la première, quand le comité de lutte contre le terrorisme de l'ONU est mis en place, c'est la première communication qu'ils font pour dire qu'ils n'essaieront pas de trouver une définition commune. Donc ils ont évacué totalement la question. En revanche, on a des définitions qui sont des définitions régionales. Je ne vous en citerai pas trop, il y en a énormément hein, en réalité. On en a une qui est extrêmement importante, c'est la décision cadre du Conseil européen du 13 juin 2002, extrêmement importante parce qu'elle permet de rapprocher les législations européennes et de faciliter les coopérations européennes dans le cadre de la lutte antiterroriste, notamment les coopérations juridiques et les coopérations en termes de renseignement, de police. Alors, ça ne fonctionne pas encore très bien, on le voit avec le procès actuellement hein, du 13 novembre, et notamment les grosses difficultés avec les services belges, mais on a en tout cas une tentative de rapprocher ces définitions avec cette décision cadre du Conseil européen, et qui reprend comme pour la Société des Nations, hein, on a des listes. On va retrouver des listes de modes opératoires, des listes de cibles et des objectifs des organisations en question. Enfin, on va quand même avoir cette expression, hein, gravement intimider une population ou bien contraindre pour, voilà, comme objectif principal et de ces définitions. Alors, on a d'autres textes. Je vous en cite juste un ici,
qui est le texte de la Convention arabe de 98 pour la lutte contre le terrorisme. Bon, je le cite parce qu'il est assez intéressant dans sa petite restriction. Il définit le terrorisme comme acte de violence ou menace de violence, quelles qu'en soient les causes, les buts, commis pour mettre en œuvre un projet criminel individuel ou collectif, ça c'est un point qu'on retrouve à chaque fois, semer la terreur parmi les gens, les effrayer, mettre en péril vie, liberté, sécurité, etc. Mais une restriction ne constitue pas une infraction tous les cas de lutte armée avec les divers moyens, y compris la lutte armée contre l'occupation étrangère et contre l'agression en vue de la libération et de l'autodétermination. Tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale de l'un des États arabes n'est pas parmi ces cas. On retrouve, autrement dit, la question palestinienne qui est au cœur de ces sujets, mais on voit arriver aussi, on voit poindre la question kurde. Donc, c'est du terrorisme. Là, le terrorisme, c'est Israël, hein, c'est l'occupation étrangère, mais par contre, ce n'est pas du terrorisme si c'est pour l'intégrité territoriale de l'un des États arabes. Alors, cette définition, elle est intéressante parce qu'elle montre bien les problématiques de la notion par rapport à la géopolitique et aux intérêts géopolitiques des différents États membres. J'ai pris cet exemple de la Ligue arabe, mais les définitions françaises et espagnoles butent de la même façon sur la question basque, par exemple, systématiquement. Alors, pour ce qui est des définitions françaises, on a une législation, un petit focus quand même sur la France et les définitions françaises, on a une législation qui se met en place progressivement. Les premières lois antiterroristes en France sont celles de 1893-1894, ce sont les lois scélérates. Alors, le mot terrorisme n'y apparaît pas, mais c'est bien, ces lois sont tournées contre le terrorisme anarchiste et il est bien dans l'état d'esprit de la période. Et les lois scélérates mettent déjà en œuvre ce qu'on va aujourd'hui appeler l'apologie du terrorisme. On a l'origine de cette conception, de ce concept juridique dès les lois scélérates de 93-94. Et puis on voit d'ailleurs, c'est le moment où les groupes, les anarchistes vont commencer à utiliser le mot libertaire pour contourner, puisque comme les lois scélérates mentionnent le mot anarchiste, ben on utilise un autre mot tout simplement pour contourner la législation. Alors, le mot apparaît dans la législation sous Vichy. Ce sont les lois de 41-43 et de janvier 44, mais là, il apparaît dans un contexte spécifique, c'est la répression de la résistance. Et on voit dans le titre même les activités communistes, anarchistes, terroristes ou subversives, bien que finalement, on retrouve le mot terroriste comme synonyme ici d'anarchisme et de communisme sur fond de Seconde Guerre mondiale. Alors, l'utilisation du mot dans ces lois de Vichy explique qu'on ne va pas le réutiliser ensuite, en tout cas pendant un long moment. Alors, ces lois sont évidemment abrogées dès la Libération, mais par la suite, on va continuer à s'appuyer sur une législation antérieure, et notamment la législation des années 30. Jusqu'en 1986, on s'appuie sur la législation des années 30 contre les milices et contre les ligues. Ce qui avait été mis en place pour pouvoir dissoudre les ligues d'extrême droite. C'est ça qui va servir de base pour poursuivre les différents groupes terroristes et surtout pour pouvoir les interdire et les dissoudre. Et il faut attendre en France la loi du 9 septembre 1986 pour qu'on ait une définition du terrorisme et pour qu'on ait une législation antiterroriste spécifique. Et là, la définition, c'est donc une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Alors, cette loi de 86, elle est essentiellement due à Françoise Rudetsky, qui joue un rôle très important dans la mémoire du terrorisme, on y reviendra tout à l'heure, qui est vraiment un personnage central autour de ces questions et qui a beaucoup œuvré, elle-même ayant été victime d'un attentat, pour obtenir cette législation spécifique.
Évidemment, 86, ça répond à une vague d'attentats. Hein. Ce sont les attentats de 85-86 du Hezbollah qui ont touché essentiellement Paris et qui vont susciter cette législation. Et ensuite, la législation se renforce, notamment avec la loi de 92 qui introduit la nouvelle qualification dans le code pénal avec l'énumération d'infractions précises. Depuis, on a une vingtaine d'autres textes qui sont venus compléter cet arsenal législatif en France jusqu'à la loi de 2019 qui a créé le PNAT, le Parquet national antiterroriste, et qui centralise désormais les affaires de terrorisme au tribunal de grande instance de Paris, puisque auparavant, les questions de terrorisme ont été jugées soit par la Cour d'État, la Cour de sûreté de l'État, ou bien dans des juridictions provinciales pour la plupart avant 1986. Alors ça, ce sont les définitions juridiques. Des définitions juridiques qui posent néanmoins un certain nombre de problèmes, notamment parce qu'elles ont chaque fois été élaborées dans des contextes spécifiques pour répondre à des types de terrorisme. Hein. La loi de 86 répond au Hezbollah, les lois des années 90 vont répondre aux attentats de l'époque, notamment pour la fin de la période, aux attentats du GIA, et puis les lois de 2015 post-2015, correspondent au contexte du terrorisme islamiste. Et on voit assez régulièrement les problématiques et les débats, justement ces fameux débats, si on peut discuter et se diviser à chaque fois au sein de la société sur attentat, pas attentat, c'est que précisément la législation ne permet pas exactement de couvrir l'ensemble du phénomène et peut être interpréter et ouvrir à certaines polémiques. Alors, à côté de ces définitions juridiques, on a des définitions scientifiques. Alors, je vous en ai indiqué seulement quelques-unes là, hein, sur cette diapositive. Évidemment, la définition de Raymond Aron, une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques. Raymond Aron écrit ça sur fond essentiellement du terrorisme lié à la guerre d'Algérie et à la réflexion sur ce phénomène. Et pour ce qui est des définitions scientifiques, en fait, on dispose de travaux qui sont assez intéressants, qui ont été menés par deux anglo-saxons, Youngman et Schmidt, qui réunissent dans leurs recherches, ils ont réuni plusieurs centaines de définitions de scientifiques, de définitions juridiques, de définitions diplomatiques, etc., du terrorisme. Donc, s'ils en ont réuni plusieurs centaines, c'est déjà significatif, hein, ça montre bien l'absence de définition unique. Et puis, ils les comparent et pour essayer de proposer une définition, ils vont chercher les points communs de ces différentes définitions qu'ils ont trouvées. Alors, 3 points communs ressortent: la violence, les objectifs politiques, la peur et la terreur. Et ils en trouvent une définition: le terrorisme est une méthode anxiogène consistant en des actions violentes répétées employées par des acteurs clandestins ou semi-clandestins. La clandestinité va être un point important de la définition. Constitué d'individus du groupe ou d'État, donc il n'évacue pas le terrorisme d'État, pour des raisons, et c'est là évidemment que la diversité apparaît, personnelle, criminelle ou politique, parmi lesquels, contrairement à l'assassinat, les victimes directes ne sont pas les cibles principales. C'est-à-dire qu'on a finalement des cibles par procuration qui vont représenter symboliquement autre chose pour cette définition. Alors, néanmoins, je ne l'ai pas indiqué ici, mais un autre spécialiste du terrorisme, Walter Laqueur, lui va travailler sur le sujet, et puis quand il écrit au début des années 80, j'aurais dû vous mettre cette phrase parce qu'elle est extrêmement intéressante, en introduction de son livre, il dit « Mais attention, faut bien voir la diversité du terrorisme. Hein. Le terrorisme, c'est pas seulement l'extrême gauche. » Et la phrase de mise en garde qu'il utilise aujourd'hui, on utiliserait quasiment la même aujourd'hui dans un ouvrage en remplaçant extrême gauche par djihadisme ou par islamisme. On voit à quel point finalement chaque définition scientifique et chaque étude scientifique est toujours écrite dans son temps et en fonction du terrorisme marqueur de son temps. Et c'est un des enjeux de la mémoire du terrorisme.
on oublie très vite, et je suis sûre que vous ferez cette remarque tout à l'heure, ah oui, j'avais oublié, quand j'évoquerai certaines vagues d'attentats, on oublie très vite certains types de terrorisme parce qu'on est omnubilé finalement, et c'est les mécanismes de la mémoire neurobiologique presque, neuropsychique, étudié notamment par Denis Péchanski et Francis Eustache. On oublie les vagues de terrorisme antérieures, et les définitions et les travaux sont tout à fait représentatifs de ce phénomène. Alors, je vous ai mis une dernière définition qui est celle du groupe START. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est parce qu'à partir de cette définition, existe une base de données sur le terrorisme dans le monde qui peut être un outil pédagogique extrêmement intéressant. Alors, à partir de ces différentes définitions, et là j'ai repris la définition de travail qui est celle du musée mémorial, on a essayé de croiser toutes ces définitions pour partir sur une définition de travail, pour pouvoir préciser de quoi on va parler, nous, dans le cadre du musée mémorial. Donc, on a retenu l'usage ou la menace d'une forme de violence extrême, intentionnelle, disproportionnée, entraînant des destructions de vies, d'infrastructures, d'informations. Point important, tout terrorisme ne tue pas, on peut cibler autre chose, et on le reverra aussi. L'intention d'intimider, de déstabiliser un système en place, quel qu'il soit. Le caractère, la plupart du temps, organisé, mais organisé, ça peut être dans un réseau, dans une institution, quelque chose de bien organisé institutionnellement, ou dans une mouvance, et c'est là aussi qu'on va avoir une grande diversité, se réclamant d'une idéologie, même si l'acte peut être solitaire, il peut s'inscrire dans une mouvance. On a aussi un point important, c'est le caractère spectaculaire. Le terrorisme est destiné à frapper l'opinion publique, à chercher une publicité. On a parlé de propagande par le fait ou par l'action. Ça, c'est un point important. On ne fait pas de terrorisme dissimulé, caché. Ou alors, c'est le terrorisme d'État, mais d'une manière ou d'une autre, l'acte est forcément revendiqué. Même s'il n'est pas revendiqué auprès du public, il n'est revendiqué que de façon plus secrète pour des négociations par derrière. On a forcément un acte qui est destiné à frapper l'opinion, parce que s'il ne frappe pas l'opinion, il n'y a pas de terreur, il n'y a pas d'émotion, et donc le terrorisme est vraiment lié à une émotion. Ça, c'est un point essentiel. Alors, les objectifs politiques, religieux, sociaux, et puis la dialectique entre la légitimité d'un côté et la légalité. C'est-à-dire que le terrorisme se présente toujours comme légitime, comme un mode d'action légitime contre des lois illégales, considérées comme illégales. Et on a toujours, alors on le retrouve dans la revendication du 13 novembre, ce sont les terroristes, ceux qui terrorisent les musulmans, c'est-à-dire que le terroriste est toujours le camp d'en face dans le discours terroriste. Et on retrouve systématiquement cette articulation qui est intéressante parce qu'elle est évidemment totalement absente des actes purement criminels. On ne va pas avoir ce discours politique ou cet habillage sur la légitimité dans des actes criminels. Donc ça, c'est la définition à partir de laquelle on travaille, mais qui n'empêche pas voilà, qu'il existe un certain nombre de polémiques. Alors, je les ai déjà évoqués tout à l'heure, j'avais mis juste ces deux aspects, mais les polémiques vont s'inscrire aussi dans cette dialectique sur la légitimité du fait des filiations, et là je reprends le regard purement historique, mais des filiations avec d'autres types de violences politiques. Et évidemment, avant même que le mot terrorisme existe, on ne peut être que frappé de voir que ce mode opératoire a des similitudes dans l'histoire, et qu'on va en trouver d'autres exemples avant 1793, avant la période contemporaine. Alors, les historiens du terrorisme évoquent souvent plusieurs exemples. Parmi les exemples les plus fréquents, on parle souvent de la secte des assassins. La secte des assassins qui
voilà, présente pas mal de similitudes, notamment pour l'organisation avec Al-Qaïda, alors avec une très très grande différence hein, entre chiisme pardon, et sunnisme, y compris dans les cibles et dans l'organisation. Mais il y a des similitudes qui étaient assez intéressantes. On a également souvent l'évocation de la guerre des Juifs et de la façon dont les sicaires utilisent l'attaque au couteau contre des cibles en se laissant arrêter pour aller chercher la tribune du procès ou bien le martyr. Voilà, on va voir ces phénomènes. On a aussi des exemples avec les tyrannicides, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit au moment des guerres de religion. Hein, l'assassinat a pu être considéré comme un acte légitime. Et de fait, c'est ce discours que vont prendre les anarchistes dans le cadre des crimes de chefs d'État, des assassinats de chefs d'État. On a toute cette origine liée à ce concept de tyrannicide, et puis tout ce qui est utilisation de la violence révolutionnaire considérée comme émancipatrice, avec dans son sillage l'apparition de figures de combattants illégaux comme le guerriero, le partisan, les carbonari, voilà, et là aussi l'opposition entre légitimité et légalité. C'est dans cette violence révolutionnaire qu'un grand nombre de groupes terroristes contemporains vont chercher leur sources idéologiques, notamment, alors, on a plusieurs auteurs qui sont toujours très cités, hein. Frantz Fanon est très régulièrement cité par un très grand nombre de personnes condamnées pour terrorisme à partir des années 70-80. Et puis, on va avoir très régulièrement des références à Che Guevara pour le discours sur les 2-3 Vietnam lancés à la conférence de la Havane. Le Che qui ne pratique pas le terrorisme, hein, c'est la guérilla, mais qui va être utilisé comme référence idéologique, mais aussi comme finalement modèle pour l'application de ce mode de combat sur le territoire occidental. On pourra y revenir. On a en tout cas ces filiations idéologiques qui vont nourrir ces débats et ces problèmes de définition de façon récurrente. Alors, à partir de ces différentes définitions, je voudrais revenir maintenant très rapidement, parce qu'on ne peut pas non plus être exhaustif, sur les types de terrorisme qui ont frappé la France. Alors, en fait, quand on étudie les terrorismes en France, on étudie le terrorisme dans le monde. C'est un peu la spécificité française, c'est que la France offre cette particularité qu'elle ne partage a priori avec aucune autre nation. Elle a été touchée depuis le 19e siècle de façon quasi continue par à peu près tous les types de terrorisme, qu'il s'agisse des grandes vagues du terrorisme international, du terrorisme interne. On a véritablement un condensé de l'histoire du monde avec l'exemple français. Et c'est d'ailleurs ce constat historique qui a conditionné une bonne partie du projet de musée mémorial pour la définition du parcours. Alors, la première grande vague de terrorisme a été la vague anarchiste. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces grandes vagues, mais je voudrais montrer ce qu'elles apportent finalement à la compréhension du phénomène contemporain. Alors, le mouvement anarchiste, son point culminant se situe au tout début des années 1890. Alors, c'est évidemment cette vague qui entraîne le vote des lois dites scélérates en France, mais c'est aussi cette vague qui provoque la toute première conférence internationale organisée contre le terrorisme, qui date de 1898. Donc on est après le pic d'attentats, mais cette première conférence internationale, elle est organisée après un attentat qui va susciter une émotion mondiale absolument considérable, qu'on compare parfois à l'émotion, alors toute proportion gardée, mais de 2001, et qui est l'assassinat d'Élisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi. Alors le monde entier organise des hommages à Élisabeth d'Autriche, qui paradoxalement a été beaucoup plus aimée après sa mort que de son vivant. Et on a une émotion internationale qui va
obliger les États à réagir et à organiser cette conférence internationale. Alors, que retenir de cette vague de terrorisme anarchiste? D'abord, au niveau des cibles, on a quelques attentats qui sont restés dans les mémoires. Et là, je suis sûre que vous les avez tous en tête. Hein, l'attentat contre le Palais Bourbon, contre la Bourse de Paris, l'assassinat de Sadi Carnot, par exemple. Et puis, on va avoir tout un tas de petits attentats, notamment d'attaques au couteau, extrêmement récurrentes, contre des bourgeois, des cibles qui ne sont pas définies, voilà, des gens dans la rue qui ont l'allure bourgeoise. C'est souvent ce que vont reprendre les anarchistes arrêtés après ces attentats. Deuxième point assez intéressant, on a une très très forte médiatisation autour de la vague anarchiste, avec dans la presse ce qu'on va appeler la rubrique de la dynamite, qui quasiment au quotidien énumère les petites attaques et les événements qui ont eu lieu. Et puis on a, alors ça a été longtemps considéré comme le premier attentat à l'aveugle, hein, d'ailleurs, on a des attentats qui en évoquent qui évoque des choses beaucoup plus contemporaines. Je pense notamment à l'attentat contre les terrasses de café et l'attentat contre le café Saint-Lazare, le terminus Saint-Lazare, avec cette phrase « il n'y a pas de bourgeois innocents, hein, il n'y a pas de victimes innocentes, pardon, puisque ceux qui fréquentent un café sont assimilés à la classe de la bourgeoisie et donc à l'ennemi de classe. Et donc, chaque passant, chaque individu ici est coupable. Et on a cette première inversion accusatoire qu'on trouve dans les discours de cette période. Il n'y a pas de victimes innocentes, évidemment, qui parle par rapport aux attentats de 2015 notamment, et qui a d'ailleurs souvent été cité à ce moment-là. Alors, le terrorisme anarchiste va conduire la première réaction, la première organisation de la lutte antiterroriste. Des attentats et des vagues de terrorisme plus oubliés, en revanche, on a à la fin du 19e, début 20e, tout un terrorisme, alors que je qualifie moi d'importation lorsqu'il vient frapper sur le territoire européen, mais qui est en fait un terrorisme balkanique qui va frapper à la fois dans les Balkans, sur les zones de revendication de ce terrorisme, et puis qui va venir frapper à l'extérieur, en Europe et en Amérique du Nord pour l'essentiel. Alors, parmi ces groupes, on va avoir des groupes arméniens, on va avoir des groupes macédoniens, on va avoir les oustachis croates, alors qui sont d'abord, avant la Première Guerre mondiale, sur fond de dislocation d'Empire ottoman des terrorismes indépendantistes, et puis qui deviennent dans l'entre-deux-guerres des terrorismes qui revendiquent une relecture, une révision des traités de paix et des frontières issues des traités de paix. C'est dans cette période qu'émergent aussi des revendications comme les revendications des Kurdes. Voilà, donc tous ces groupes qui sont liés véritablement là à la géopolitique, hein, à la fois des Balkans et de l'ensemble de l'Empire ottoman par ailleurs. Alors, c'est dans cette période que s'inscrit notamment cet attentat de 1934 contre Louis Barthou et le roi Alexandre de Yougoslavie. Alors, cet attentat, il présente une petite particularité, c'est que c'est le tout premier attentat entièrement filmé. Alors, c'est purement le hasard, c'était les actualités cinématographiques à l'époque, donc ce sont des dispositifs fixes, mais il se trouve que les caméras des actualités cinématographiques étaient disposées à l'endroit où a eu lieu l'attentat. Et donc, les caméras ont tout filmé, et c'est un des très grands succès au cinéma de la période. Ce film est diffusé dans les cinémas du monde entier. Aux États-Unis, il va quasiment faire un record d'entrée, ce qui montre là l'impact de la médiatisation, encore une fois, une forme de voyeurisme indéniablement aussi de la société, mais ça contribue à faire de cet acte un acte qui va émouvoir et qui va avoir un impact international.
Et c'est cet attentat de 1934 qui conduit la Société des Nations à se saisir de la question. Alors pour deux raisons. Un, à cause de cette émotion de l'opinion publique. Une opinion publique émue réclame des actes aux gouvernants. Et puis la deuxième raison, c'est que plusieurs pays sont impliqués dans cet attentat. Alors, les membres du commando se sont entraînés en Hongrie, se sont réfugiés en Italie. Et la Hongrie, lorsqu'elle est accusée, va très officiellement dire oui, effectivement, il y a des mouvements violents qui sont en train de se dessiner sur notre territoire, mais il n'y a qu'une seule solution pour y remédier, il faut réviser les traités de paix. Et évidemment, les pays occidentaux, et c'est une idée de Pierre Laval, préfèrent aborder la question sous un autre angle qui va être celui de la lutte antiterroriste. Donc, une vague qui a souvent été oubliée, mais qui, de fait, a beaucoup d'importance à la fois dans la politique internationale et dans les aspects médiatiques autour du traitement du terrorisme. Alors, on va avoir ensuite, je passe bien sûr sur l'utilisation du mot pendant la Seconde Guerre mondiale, on va avoir ensuite l'utilisation du terrorisme pendant les guerres de décolonisation, là avec deux types de terrorisme qui se répondent, celui du Front de Libération Nationale du FLN et puis celui de l'OAS, les deux frappant à la fois sur le territoire algérien, sur le territoire métropolitain, et les deux se répondant dans ce que l'historienne Martha Grenshaw qualifie de terrorisme de confrontation. C'est-à-dire que là, le terrorisme est un moyen d'empêcher le retour en arrière, d'obliger chacun à se positionner, alors notamment sur le territoire algérien, d'obliger chacun à se positionner même s'il ne le veut pas, à cause de cette violence totalement disproportionnée et aveugle, et d'empêcher tout retour en arrière et d'empêcher toute discussion, toute négociation. C'est assez net, je trouve, cette idée dans cette affiche. L'OAS frappe qui elle veut, où elle veut, quand elle veut. Donc là, le terrorisme aveugle, tout puissant, la menace permanente qui règne et l'impossibilité de s'en prémunir d'une façon ou d'une autre. Et on va retrouver bien sûr la dimension médiatique très importante dans cet exemple. Alors, on a ensuite tous les terrorismes de guerre froide. Alors là, la France illustre pleinement, à partir de là, l'histoire mondiale du terrorisme, avec des groupes, et là il devient très difficile de les qualifier, des groupes qui travaillent tous ensemble, pour des raisons à la fois de logistique. Voilà, ces groupes vont se fournir des armes, vont se fournir de faux papiers, vont se fournir des alibis, vont mettre en commun leur réseau pour circuler. Pour des raisons idéologiques, on va avoir très forte imprégnation là de l'idéologie révolutionnaire. Et puis on a toute cette galaxie finalement de violences politiques de la guerre froide. Alors parmi ces groupes, quelques-uns ici pour les exemples français, mais qui travaillent avec d'autres, et systématiquement on va avoir des connexions. Action directe, bien sûr, avec l'assassinat de Georges Besse, du général Audran, et puis Action directe travaille avec ses équivalents européens, c'est-à-dire la bande à Baader-Meinhof ou bien les brigades rouges italiennes. On va avoir également des groupes dits d'importation, mais qui travaillent avec les précédents que je viens de citer, alors qui sont liés à la guerre froide, soit par l'idéologie, le Front populaire de libération de la Palestine, comme l'adjectif populaire le signifie, à une ligne marxisante,
à partir de 1972 des connexions revendiquées et assumées avec l'URSS ou avec la Chine en fonction des périodes de la guerre froide. Et puis qui collabore avec Action Directe, la bande à Bader, l'armée rouge japonaise. Voilà, on a vraiment une organisation commune. Alors, un des exemples de ces collaborations, c'est l'attentat de 1974, l'attentat du drugstore Publicis. Alors, il est vraiment tout à fait significatif, cet attentat. Les grenades ont été fournies par la fraction armée rouge allemande. L'auteur de l'attentat, il a été condamné c'est Carlos, donc Ilich Sanchez Ramirez, un Vénézuélien qui combat pour les Palestiniens, mais qui, pour cet attentat de 1974, le fait pour le compte de l'armée rouge japonaise, puisqu'en fait c'est un attentat qui est connecté à un autre qui a lieu exactement au même moment, qui est la prise d'otage par des membres de l'armée rouge japonaise de l'ambassade de France à La Haye. Et les deux sont pour obtenir la libération d'un membre de l'armée rouge japonaise qui a été arrêté à l'aéroport d'Orly. Et donc, on a vraiment tous ces groupes et toutes ces connexions autour de cet attentat de 1974. Alors, cet attentat, il a une autre importance qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais avec la dimension mémorielle. C'est que cet attentat, c'est la date qui a été retenue. Il est considéré comme le premier attentat mortel à l'aveugle. Alors, je mets beaucoup de guillemets à l'aveugle parce que c'est pas à l'aveugle, évidemment. Hein. Si on cible la France, c'est pour une raison spécifique, c'est pour obtenir la libération de quelqu'un qui est dans les prisons françaises. Et donc, on a une forme de cible, même si elle est indirecte. Mais cet attentat, il a été retenu pour la remise de la médaille des victimes de terrorisme. Toutes les victimes de terrorisme, à partir de 1974, peuvent demander cette médaille. Et c'est cet attentat qui marque le point de départ pour l'attribution de cette médaille. Et c'est cet attentat qui a été retenu systématiquement par la DIAV et le ministère de la Justice comme point de départ pour les indemnisations et les reconnaissances du statut de victime de terrorisme. Alors, je reviens à la diapo précédente. Donc, on a tous les attentats du Front populaire de libération de la Palestine. Et puis, on va avoir les attentats menés par l'Azalar, alors qui travaille avec le Front populaire de libération de la Palestine, notamment l'ancrage géographique de ces deux groupes est le même d'ailleurs que celui de l'armée rouge japonaise, c'est le Liban. Ils sont vraiment installés au Liban. C'est eux qui, dans leur camp au Liban, vont accueillir les membres d'Action Directe et de la bande à Bader Meinhof pour les former à la lutte armée et à l'utilisation des armes. Donc, on retrouve vraiment toute cette galaxie terroriste. L'Azala vise les alliés de la Turquie, c'est-à-dire tous les membres de l'OTAN, et va commettre une cinquantaine d'attentats sur le sol français entre 1975 et 1984, notamment contre alors l'aéroport d'Orly, hein, c'est celui qui a été le plus mortel, et puis contre des agences, des compagnies aériennes à plusieurs reprises. Donc ça, ce sont des groupes qui travaillent ensemble. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ils travaillent aussi avec d'autres groupes qui ont des visées très différentes. Le Front populaire de libération de la Palestine, Action Directe, l'Azala travaille aussi avec le FLNC ou avec Iparet Arak ou ETA. Là, essentiellement, pour des échanges d'armes et de papier, ils vont utiliser les mêmes filières. Alors, on a ensuite une autre vague qui va commencer. Alors, le Hezbollah fait figure vraiment d'intermédiaire, finalement. L'amorce du terrorisme islamiste, hein, ce qu'on pourrait qualifier sous cette grande étiquette du terrorisme islamiste, sauf qu'évidemment, on va avoir deux types de terrorisme très différents, chiites avec le Hezbollah et sunnites avec les groupes ultérieurs. Et en l'occurrence, le Hezbollah est en guerre aussi sur le terrain avec l'État islamique et avec Al-Qaïda. Ils s'affrontent aussi entre eux. Donc là, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie. Et puis avec le Hezbollah, on a un phénomène qui est particulièrement intéressant parce que là, on va avoir deux types d'actions. Alors, le Hezbollah va agir sur le territoire libanais
Ce sont toutes les prises d'otages, notamment des journalistes français, hein. Mais on a aussi des attentats suicides sur le territoire libanais. Et on peut, là aussi, la France est ciblée d'ailleurs, hein, on peut penser à l'attentat du Drakkar, qui est un des plus mortels, avec un bilan extrêmement lourd, 58 morts, si je me souviens bien, côté français, et puis parallèlement, des centaines de morts sur le territoire libanais dans d'autres attentats, y compris contre les forces américaines. Et puis, on a des attentats sur le sol français, avec une grande différence. Sur le territoire libanais, le Hezbollah utilise, et c'est celui qui va utiliser le plus finalement l'attentat suicide, qui va le généraliser. Alors, il l'utilise avec les Tigres Tamouls, qui sont l'autre organisation qui utilise l'attentat suicide, mais qui n'ont jamais ciblé la France. Mais le Hezbollah va généraliser les attentats suicides sur le territoire libanais, mais jamais à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des attentats clandestins, assez classiques pour la période finalement, notamment les 14 attentats sur le sol français entre décembre 85 et septembre 86, hein, à la Défense, chez Tati, voilà, tous ces attentats qui vont toucher essentiellement Paris. Et là, on est dans un contexte un peu différent, puisque le Hezbollah porte les revendications de l'Iran sur l'affaire Eurodif, c'est-à-dire les négociations sur le nucléaire, hein, iranien, le financement par l'Iran du Shah de la centrale de Kadarash, et les Iraniens réclament soit le remboursement de l'argent prêté par l'Iran, par le Shah, soit ce qui avait été promis au Shah, c'est-à-dire la matière fissile. Et la France refuse, puisque c'était un accord conclu avec le Shah et pas avec l'Iran de Khomeini. Et donc, on est sur ce fond de négociation. C'est ce qui explique que les attentats de 85-86 ne sont pas revendiqués officiellement, publiquement, et qu'on va chercher et enquêter longtemps pour savoir exactement qui les a commis, et qu'on a plusieurs pistes suivies à l'époque, parce que ce qui se joue en sous-main. Et là, c'est du terrorisme d'État. Voilà, pour utiliser le mot, on est dans une logique de terrorisme d'État sur ce cas-là. On a ensuite tout le terrorisme sunnite. Alors là, on arrive dans la période évidemment plus contemporaine, avec tout ce qui est prolongement sur le territoire français de la guerre civile algérienne, mais qui en réalité s'intègre dans un autre phénomène mondial, c'est-à-dire après la fin de la guerre d'Afghanistan. Alors, la guerre d'Afghanistan, hein, débutant en 79, les combattants islamiques qui sont partis combattre contre les soviétiques, après le départ des soviétiques, commencent à rentrer dans leur pays d'origine. Et puis ils vont porter le combat dans leur pays d'origine. Ce sera en Égypte, les attentats de Luxor, ça sera en Indonésie avec la Jamaat Islamiyah. Voilà, on a tout un tas de groupes qui se mettent en place à ce moment-là. Et puis après la guerre du Golfe, c'est-à-dire après que Ben Laden ait proposé ses services au roi d'Arabie Saoudite pour combattre Saddam Hussein, service refusé par le roi d'Arabie Saoudite, eh bien, se constitue Al-Qaïda, qui signifie la base. Au départ, la base, c'était l'Afghanistan, hein, c'était l'organisation de ces volontaires partis combattre contre les soviétiques en Afghanistan, et ils vont essaimer un peu partout, finalement, dans les pays arabes. Et l'histoire du GIA est à la fois liée à l'histoire de l'Algérie, mais aussi liée à ce contexte international de mouvements islamistes qui se développent dans les années 90. Alors, pour la France, ce sera notamment cette vague d'attentats 95-96, notamment ceux du RERB, hein, Saint-Michel et Port-Royal. Et puis, alors, un attentat qui est assez intéressant aussi à retenir, c'est le détournement du vol Air France en 94, parce que vraisemblablement, ce que voulaient les membres du commando, c'était précipiter cet avion sur la Tour Eiffel. C'est en tout cas ce que l'enquête laisse supposer. Autrement dit, ça aurait été le premier attentat suicide sur le territoire européen.
De fait, le tout premier attentat suicide sur le territoire européen, c'est le métro de Londres, donc c'est beaucoup plus tardif, mais il semble qu'en 1994, c'était l'idée et l'objectif de ce commando, ce qui voudrait dire, parce qu'il n'y a pas d'autres organisations ayant utilisé des attentats suicides sur le sol européen, que ça aurait pu être un tournant à ce moment-là. Voilà. En tout cas, le projet a vraisemblablement existé. Autre point important dans ces étapes, là aussi pour le rappeler, c'est les conflits balkaniques de nouveau. J'ai déjà parlé des Balkans, mais les conflits balkaniques, notamment 95, ce sont les premiers départs sur zone. Alors, il y a quelques départs sur zone d'occidentaux en 79, après 79 vers l'Afghanistan. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. La plupart des départs vers l'Afghanistan, en fait, sont postérieurs à 2001 et au 11 septembre 2001. Et c'est dans le cadre de la guerre d'Afghanistan menée par les Américains post-septembre 2001 qu'il y en a très très peu qui partent auparavant. En revanche, dans les années 90, on a des départs sur zone de jeunes notamment, et c'est le cas de Lionel Dumont, voilà, pour le gang de Roubaix, le fameux gang de Roubaix. Alors, le gang de Roubaix ne sont pas des attentats et ça n'a pas été qualifié de terrorisme parce qu'en fait, ils commettent des braquages pour financer les départs sur zone et pour financer le djihad vers la Bosnie. C'est-à-dire qu'ils ont été condamnés pour terrorisme en Bosnie, mais pas en France. En France, ils ont été condamnés pour braquage. Et on retrouve toutes les questions de la définition et des limites de la définition juridique. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué, voilà. Alors, je vous ai mis d'autres diapos, mais sur des sources sur lesquelles vous pourrez revenir. Et là, je vous renvoie notamment pour les attentats islamistes de 1979 à l'étude de la Fondapol, qui est gratuite en ligne sur le site de la Fondation Politique et qui donne tous les chiffres, toutes les données sur les attentats islamistes dans le monde, qui est extrêmement complète, mais je vous enverrai volontiers le PowerPoint après, il n'y a pas de problème. Ensuite, bien sûr, suivent les attentats d'Al-Qaïda. J'ai déjà évoqué la mise en place d'Al-Qaïda et puis de l'État islamique. Alors, pour l'État islamique, on voit aussi qu'on va retrouver les différentes stratégies. La stratégie de l'attentat organisé, structuré, type 13 novembre, et ensuite la stratégie dite des 1000 entailles, qui en fait a été théorisée par Al-Qaïda bien avant, mais qui va vraiment être mise en pratique par l'État islamique et qui met à mal notre définition c'est-à-dire du terrorisme, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à encourager le passage à l'acte de n'importe qui pour susciter une atmosphère de terreur, de suspicion généralisée et une atmosphère de guerre civile. L'idée d'Al-Qaïda, comme de l'État islamique, étant vraiment d'amener à des représailles contre la communauté musulmane dans les pays occidentaux. Alors, ils le disent très très clairement. Pour conduire à une atmosphère d'état civil. Et on retrouve cette idée du terrorisme de confrontation qu'évoquait Martha Grancho pour la guerre d'Algérie, c'est-à-dire susciter finalement une atmosphère de terreur telle qu'elle suscite des représailles et qu'elle oblige chacun à prendre position. Voilà, c'était leur objectif qui, on peut s'en réjouir, n'a pas été atteint. La société européenne a plutôt bien résisté face à une stratégie qui était assez ouvertement exprimée. Alors, et je terminerai beaucoup plus vite pour ces vagues d'attentats par les terrorismes indépendantistes. Alors, je citerai que les exemples français encore, mais on a évidemment eu sur le sol français ETA, avec son pendant Hyper-Etarach, c'est-à-dire Hyper-Etarach, ça veut dire ceux d'ETA du Nord, donc l'ETA français, et pour mémoire, justement, le projet du musée mémorial a été lancé en fait lors des commémorations de 2020 par le président français et par le roi d'Espagne, le dernier attentat mortel d'ETA ayant eu lieu sur le territoire français. Et donc on a une histoire commune ici, évidemment très, très importante. Alors pour la Corse, on y reviendra peut-être dans la discussion, là on est évidemment d'actualité et je dois quand même repréciser par rapport à tout ce qu'on lit dans la presse qu'Ivan Colonna a bien été condamné pour terrorisme
hein, pour participation, assassinat lié à une entreprise terroriste. C'était bien l'objet de la condamnation. On est bien dans la qualification juridique de terrorisme. Et puis, pour mémoire, mais là c'est parce que je vous parle de Nantes, mais aussi par rapport à l'actualité, parce qu'ils viennent de ressurgir hier, le FLB-ARB, qui, à cause de l'actualité corse, a trouvé que c'était le moment ou jamais de nouveau revendiquer l'autonomie bretonne. Alors pour les Bretons, un seul attentat mortel qui a mis fin en réalité à leur existence, qui était celui du McDo de Quévert. En fait, vraisemblablement, la bombe n'a pas explosé au bon moment et du coup, une des employées du McDo a été tuée, ce qui a totalement disloqué le mouvement breton. Alors, ça, c'est un graphique qui est issu de la base de données que j'évoquais tout à l'heure, la START, mais tous ces terrorismes ne sont pas comparables. Alors, au point de vue chronologique, pour la France, de remarque, on a un pic qui, en fait, est vraiment le pic de guerre froide, et ensuite, alors les années 90, c'est la Corse. Mais pour la Corse, on a une difficulté pour ce qui est de l'approche quantitative, parce que quand les Corses font ce qu'ils appellent une nuit bleue, ça peut être 200 attentats en une nuit. Et évidemment, ces 200 attentats, ils ne sont pas du tout comparables, et l'approche quantitative a sa limite principale ici, ils ne sont pas du tout comparables avec un attentat qui va être un attentat type le Bataclan. Donc on a une surreprésentation quantitative du terrorisme régionaliste, mais alors ça c'est un graphique qui est issu d'une base de données que je réalise pour le musée, dans le cadre du musée, et qui est dans le projet qui vient d'être publié pour le musée et qui sera vraisemblablement dans le musée. En fait, ces terrorismes ne sont absolument pas comparables si on met en corrélation la répartition des morts et la répartition du nombre d'attentats. Donc le nombre d'attentats, très clairement, ce sont les terrorismes régionalistes qui sont en tête. Pour l'essentiel, les Corses et les Basques, sauf que là, ce sont des plastiquages de résidences secondaires, d'agences immobilières, d'agences d'intérim, pour l'essentiel. Et d'ailleurs, pour les morts imputables au terrorisme régionaliste, l'assassinat du préfet Rignac est véritablement un cas très particulier. Sinon, on a surtout des règlements de compte ou des morts issus pendant les fusillades au moment de tentatives d'interpellation. C'est le cas pour Ipare Tarak. Ipare Tarak a tué 4 fois 4 gendarmes lors de tentatives d'interpellation dans les fusillades qui ont entouré ces tentatives. Ce sont des victimes de terrorisme. Ils ont le statut de victime de terrorisme. En revanche, pour ce qui est des attentats qui vont tuer, là, le terrorisme islamiste, évidemment, est surreprésenté. Et en réalité, sur ce graphique, on a une surreprésentation de 2015. C'est presque toute l'année 2015, 2016, bien sûr, avec Nice, qui va être, là, c'est un terrorisme qui veut tuer et qui veut tuer le plus possible, ce qui n'est pas le cas des autres. Le terrorisme politique, le terrorisme d'extrême gauche a des cibles très précises. Ce sont des assassinats, voilà, Georges Besse, le général Audran. Le terrorisme d'extrême droite a des cibles également. Alors pour le coup, vous n'auriez pas les mêmes chiffres pour l'Italie. La France n'a pas été touchée comme l'Italie. Les attentats régionalistes, alors ETA en Espagne tue beaucoup. Mais en France, ils cherchent le soutien de la population. Et donc, ils ne vont pas être sur ce registre, alors que le terrorisme islamiste va chercher à être sur ce registre. Donc, on a des terrorismes qui ne sont pas exactement comparables dans leur mode opératoire et dans leur logique. Alors, j'en arrive, je vais avancer, ne vous inquiétez pas pour l'heure, j'en arrive à cette question de la mémoire. Alors, l'importance de la mémoire du terrorisme s'inscrit dans les cycles mémoriels. Là, je vous renvoie à Henri Rousseau, évidemment, qui ont touché d'autres phénomènes. C'est-à-dire qu'on a cette ère de la mémoire depuis les années 70 qui amène à revenir sur des souvenirs d'événements marquants, alors traumatiques, parfois
parfois assez anciens. On peut penser la mémoire du colonialisme, la mémoire de l'esclavage, ou parfois au contraire très récents. Et c'est ce qu'on va voir pour le terrorisme. Alors, les formes de mémorialisation du terrorisme sont relativement tardives. En réalité, on a des associations qui se constituent dès les années 80 et c'est vraiment Françoise Wodecki qui va être à l'origine de ce mouvement, hein, autour de la loi de 86, à la fois pour la France, mais finalement à l'international. Et puis, on va avoir deux types de choses. On va avoir l'hommage classique aux victimes, qui va s'afficher sous la forme la plus permanente de plaques ou de listes de noms. Et puis, on va avoir petit à petit une envie de véritablement faire vivre la mémoire, d'expliquer le phénomène et de lui donner beaucoup plus d'importance, liée aussi au phénomène de réparation. Le phénomène de réparation, il apparaît en France à partir de 86, ce qui est très tôt. Aux États-Unis, c'est pas avant 2001, par exemple. Il apparaît en 86, lié à la législation et la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme. Indemnisation spécifique, alors qu'on revoit et qu'on va retrouver dans tous nos contrats d'assurance. Hein. Si vous êtes victime de terrorisme, c'est pas votre assurance qui va intervenir, ça va être un fonds spécifique. Alors ça, c'est une petite parenthèse à garder aussi en tête à chaque fois qu'on débat justement sur terrorisme ou pas terrorisme. Il y a l'importance que ça peut avoir comme réponse à l'échelle de la société, des pas trop divisés, pas accentuer les tensions, etc. Mais il faut le regarder aussi du point de vue de la victime. Si c'est pas reconnu comme du terrorisme, la victime est pas souvent indemnisée. Si c'est du terrorisme, elle va être indemnisée. Il y a la réparation psychologique de se voir reconnue comme victime à l'échelle nationale. Et puis, il va y avoir aussi la réparation financière qui est très différente. Alors, juste un autre exemple, il y a une association de victimes qui se bat pour être reconnue comme des victimes de terrorisme et qui ne l'a jamais été. C'est la voiture qui avait foncé sur les terrasses de café de Dijon, alors, juste avant 2015. Voilà, et pour eux, ça a été d'autant plus difficile après l'attentat de Nice de voir que le même mode opératoire a été reconnu comme terrorisme, alors qu'eux n'avaient pas été reconnus comme victimes de terrorisme. Et ils sont toujours dans des procédures judiciaires pour essayer d'obtenir cette reconnaissance. Bon, je ne dirais pas si c'est du terrorisme ou pas, hein, c'est à la justice de se prononcer, mais ça a évidemment des enjeux au titre des réparations qui vont être très, très importantes. Bon, sur les mémoriaux en eux-mêmes, là, je vais vous montrer quelques photos. Hein, on pourra y revenir ensuite. C'est plutôt pour vous donner des exemples. On a des grands contrastes entre, d'un côté, des mémoriaux qui vont avoir une monumentalité assez impressionnante, et puis d'autres qui sont très minimalistes, voire qu'on a du mal à identifier. Alors, évidemment, on va avoir ce côté très impressionnant avec les mémoriaux des attentats du 11 septembre. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le site, mais là, on est dans une construction à la fois de très grande taille, de très grande ampleur, qui veut marquer l'espace à proprement parler, l'espace de l'attentat, évidemment. On a des constructions parfois spécifiques aussi. Ça, c'est le mémorial de l'attentat du 11 mars 2004 à Atocha. Alors, il est à la fois, il a été étudié par Jérôme Truc en détail. Il est à la fois de grande taille, impressionnant, et il est difficile d'accès parce qu'il est mal situé par rapport à la circulation. Donc, on trouve finalement un peu cette ambiguïté. Et puis, on va avoir des mémoriaux qui, au contraire, sont pas faciles à identifier. Alors, vous avez en particulier ceux de Bruxelles. Alors, pour celui qui est sur le site même des attentats de Bruxelles dans le quartier de l'Europe, en fait, a la forme d'un banc contemporain. Et il n'est pas rare, quand on se balade dans le quartier, de voir des gens en train de pique-niquer dessus parce qu'ils n'identifient pas que c'est un mémorial. Ça ressemble à l'architecture urbaine actuelle, et les gens pensent tout simplement être assis sur un banc. Donc, autrement dit, on peut discuter de l'efficacité ou du résultat du mémorial. Quant à celui qui est perdu en forêt de Soignes, là aussi, vous voyez qu'il faut quand même savoir que c'est un mémorial pour le terrorisme.
Alors, ça, ce sont quelques exemples. On va avoir aussi un contraste entre certains événements qui vont susciter phénomène de mémoire à l'échelle mondiale, et puis d'autres moindres, quand bien même ils ont été très meurtriers, voire plus meurtriers. Alors là aussi, quelques exemples. Vous avez des mémoriaux aux victimes du 11 septembre dans d'autres pays qu'aux États-Unis. Ici, c'est celui de Jérusalem. Alors, à Jérusalem, vous avez aussi un mémorial pour toutes les victimes d'actes de terreur. Mais vous avez ce mémorial spécifique pour les victimes du 11 septembre, donc qui n'est pas sur le territoire américain. Et puis, à l'inverse, vous avez pour des zones qui ont été très touchées, uniquement de petits mémoriaux locaux. C'est le cas, alors ici, c'est celui pour l'Afghanistan. Vous voyez qu'il est quand même très intéressant. Hein. Je trouve que c'est un document sur lequel on peut vraiment on peut tirer pas mal de choses avec des objets de victimes qui ont été mises en scène par un artiste. Et puis parmi les attentats très meurtriers, les attentats de Bombay, il y a quelques petites plaques sur les sites des attentats, voilà, mais il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas un mémorial pour l'ensemble des attentats. Vous avez uniquement pour le mémorial de la police ou bien le petit qui est au terminus de la gare. Voilà, donc qui sont séparés, qui séparent les victimes et qui séparent les lieux, en fait. On va trouver un peu alors d'autres éléments aussi sur l'impact géographique. On a le grand mémorial à New York du 11 septembre qui englobe toutes les victimes du 11 septembre, y compris d'ailleurs celle de 93 sur le site des Tours Jumelles. Mais on va avoir les mémoriaux de Washington et surtout de Pennsylvanie, avec une revendication permanente des familles de victimes de l'avion qui s'est crashé en Pennsylvanie, qui estiment toujours être relégués dans les commémorations et passer derrière les victimes des Tours Jumelles et la mémoire des victimes des Tours Jumelles. C'est-à-dire que le 11 septembre, finalement, c'est une mémoire, celle des Tours Jumelles, qui s'est imposée et au détriment des autres mémoires de Washington et de Pennsylvanie. C'est en tout cas comme ça que les victimes l'expriment à de multiples reprises. S'y ajoutent aussi les victimes après, c'est-à-dire les primo-intervenants décédés des suites de cancer ou des suites de blessures et qui eux aussi s'estiment oubliés de ces attentats. Donc là, on a vraiment des rivalités mémorielles qui s'expriment autour de ces questions. Alors, on a aussi, autre point, quelques récurrences dans ces mémoriaux. Alors, on va trouver notamment les murs de noms ou les murs de photos. Alors, je vous ai mis ici plusieurs photos qui l'illustrent. Oslo, vous avez le mur, vous avez un mur des noms des victimes à Oslo, un autre à Utoya, et dans le musée d'Oslo, vous avez aussi toutes les photos des victimes. Alors, c'est particulièrement poignant pour Oslo avec les victimes d'Utoya parce que ce sont des enfants. Puisque c'était un camp de jeunes qui a été ciblé, c'est l'attentat commis par Breivik. Et donc là, les photos sont poignantes parce qu'on voit vraiment que ce sont des enfants. Et ce sont des photos qui ont été choisies par les familles. C'est le cas aussi à New York. Ce sont des photos qui ont été transmises et choisies par les familles. Autrement dit, ce sont les familles qui ont choisi de montrer soit, par exemple, dans l'uniforme de policier, soit des policiers en civil, voilà, en fonction de scènes différentes. Et puis vous avez les noms qui ont été gravés sur le cadre des anciennes tours jumelles. Et alors là, la façon dont les noms sont gravés sont aussi intéressants, puisque à la demande des familles de victimes, certains noms ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Certains noms ont été regroupés par famille, par couple, parfois par collègues, par amis, par proches. C'est-à-dire que les familles ont choisi de regrouper dans l'hommage et dans ce nom, dans la mort, des gens qui avaient vécu ensemble de leur vivant, qui s'étaient aimés, qui avaient été amis de leur vivant. Et donc on a une reconstruction
là, a posteriori, via la façon dont les noms sont disposés. À Oslo, à Utoya, ils sont par ordre alphabétique, tout simplement. Donc ça, c'est aussi un point intéressant sur ces mémoriaux. La façon dont on va faire vivre après, finalement, le souvenir par la disposition du nom ou par le choix de la photo. Un autre point qu'on va retrouver, on retrouve ce qu'on appelle les lieux martyrs enchâssés par des structures construites pour les préserver. C'est ce qu'on trouve à Beslan, c'est ce qu'on trouve à Utoya. Alors à Utoya, la cafétéria, hein, qui a vraiment été le lieu de la tuerie principale, a été totalement enchâssée dans une construction avec, alors les poteaux, vous ne voyez pas forcément très bien hein, sur la photo, mais à l'extérieur, vous avez des poteaux et il y a un poteau par mort. Voilà, c'est vraiment la. Alors, l'architecte nous a expliqué que les vivants protègent les morts. Voilà, on a vraiment cette dialectique permanente autour du rapport des survivants et des morts, et on protège le lieu qui reste en l'état. Alors, à Utoya, là aussi, c'est vraiment poignant, à Beslan aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment laissé en état. Vous avez, par exemple, à l'intérieur, il reste le piano derrière lequel s'est cachée une des victimes. Voilà, on voit les traces, les impacts de balles sur le mur, on voit les objets tomber au sol ou cassés. C'est resté en l'état. Ça a vraiment été préservé sur place. Et puis, vous avez dans certains arbres des petits messages. C'est parce que certains sont morts dans la forêt en tentant de fuir le terroriste. Et donc, les lieux vraiment des morts, des décès sont marqués sur place. Avec voilà, ce rappel permanent finalement hein, de l'histoire de l'événement. Alors, je reviens quand même pour Utoya, c'est d'autant plus poignant qu'en fait, l'île accueille toujours aujourd'hui des camps de jeunes. Ça ne s'est pas arrêté. Et quand on l'a visité avec la mission, hein, avec Henri Rousseau, il y avait des jeunes qui venaient pour faire un match de foot donc, sur le site même du mémorial. L'idée étant que le terrorisme ne gagne pas et n'arrête pas voilà, la vie. Donc on protège le souvenir, mais tout en continuant à vivre autour et à utiliser le lieu comme un lieu d'accueil des jeunes. Alors, on va avoir aussi, et c'est la dernière dialectique, et c'est là-dessus que je m'arrête, on a des mémoriaux assez classiques sur les types d'attentats. Et puis, on a, alors, je vous en ai mis plusieurs, hein, vous retrouverez les images. Et puis, on a les musées mémoriaux. Alors là, ça va être beaucoup plus court parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a celui du 11 septembre que je vous ai cité. Il y a celui d'Oklahoma, qui est consacré uniquement à l'attentat de 95. Il y a celui d'Oslo et Utoya, alors sur 2 lieux, hein, mais qui est consacré donc à ces 2 attentats et exclusivement à ces 2 attentats commis par le même homme, Andrej Breivik, en 2011. Et puis, il y a celui de Vitoria, qui là n'est pas consacré à un attentat, mais est consacré à un groupe terroriste, ETA, et donc dédié aux victimes d'ETA. Et puis donc, il y aura le projet de musée mémorial dont la spécificité est de traiter de tous les attentats, de tous les terrorismes, et d'avoir une approche plus globale. Alors, je ne sais pas si j'enchaîne sur le film. Oui, Madame Rafli-Cornuillot, vous pouvez enchaîner sur le film. Donc, je vous passe le film de présentation du musée. J'espère que ça va fonctionner. Ça fonctionnait tout à l'heure. Le projet de création d'un mémorial du terrorisme en France sera mené à son terme pour se rappeler, pour se recueillir, pour faire histoire aussi. La France a l'ambition de construire un mémorial et un musée du terrorisme. Un mémorial parce que ce qui a été fait pour les guerres du passé, notamment les guerres mondiales et les génocides, se devait d'être fait également pour les victimes du terrorisme. Un musée parce que nous pensons que l'acte de reconnaissance envers les victimes que constitue un mémorial doit s'accompagner d'un acte de connaissance et de transmission d'un savoir. C'est pour ça que nous avons l'ambition de construire un musée inédit d'histoire et de société sur le terrorisme contemporain.
Le projet est porté par 7 ministères, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut national de l'audiovisuel, ainsi que la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Nous avons également, et c'est très important pour nous, 2 instances. Un conseil scientifique et culturel qui nous guide dans nos choix, à la fois scientifiques, historiques, muséographiques, et un observatoire d'orientation dans lequel nous avons intégré toutes les associations des victimes du terrorisme qui accompagnent ce projet, ainsi que la plupart des directeurs des grands musées mémoriaux dans le monde consacrés au terrorisme, en Norvège, aux États-Unis et en Espagne. Cet observatoire joue un rôle tout à fait particulier parce que c'est lui qui nous oriente dans l'éthique de ce que sera le futur musée, un point fondamental pour la réussite de ce projet. C'est un projet ambitieux, c'est un projet inédit. C'est la première fois qu'un musée consacré au terrorisme va évoquer l'histoire du terrorisme sur une longue période, depuis la fin des années 60 et sous toutes ses formes. Le terrorisme politique, le terrorisme régionaliste, le terrorisme islamiste, bien sûr. Pour ce faire, nous avons mis sur pied une exposition permanente qui a 3 grandes thématiques. La première, c'est l'histoire du terrorisme, à l'échelle à la fois française, européenne et internationale. La question des victimes du terrorisme, de leur spécificité. Un souffle, forcément. Du bruit, après des cris, du sang. J'étais persuadé, moi, à partir du moment où ils sont rentrés dans mon bâtiment, que j'allais mourir, qu'aujourd'hui, que cette journée était la dernière pour moi. C'était impensable, réfutable. Je refuse, je récule, je ne connais pas, je ne veux pas. On ne peut pas imposer ses idées par la violence. Donc c'est le principe même de vivre ensemble, de la démocratie. Ça ne sert à rien de développer des sentiments de haine, d'agressivité, de violence. Tout ça, c'est extrêmement négatif. Se reconstruire après ça, c'est tout réécrire. C'est repartir de zéro. C'est comme si vous étiez un petit enfant dans un corps d'adulte, avec la souffrance pour démarrage. Et moi, je suis Hélène et je suis pas juste une victime de terrorisme. C'est pas ça qui m'identifie. C'est tout. Et aujourd'hui, de tout mettre ensemble et de découvrir mon intérieur et mon âme, si on veut, c'est miraculeux. Des terroristes essayent de déstabiliser nos démocraties, nos valeurs. Donc la solidarité nationale, c'est à mon sens la seule réponse par rapport aux victimes qu'une démocratie peut apporter. Et une troisième partie qui s'ouvre sur l'extérieur, qui est la question de la réaction des sociétés face au terrorisme en France, en Europe et dans le monde. Les collections du futur musée mémorial sont originales. Elles sont composées à la fois de témoignages, de documents d'archives, d'objets qui nous sont donnés par des associations de victimes ou des victimes, ainsi que par les scellés judiciaires, c'est-à-dire les pièces à conviction de procès définitivement clos qui sont versées au musée à des fins d'exposition. C'est sans doute la première fois que dans un musée, nous allons avoir une telle collection de scellés judiciaires qui permettent d'aller au plus près à la fois de l'attentat, des réactions, de l'enquête policière, de l'enquête judiciaire et de ses conséquences. Le musée mémorial du terrorisme est conçu comme un lieu d'accueil pour toutes les victimes, leurs proches, leurs familles et les associations qui les accompagnent. C'est un lieu où seront inscrits tous les noms des victimes décédées en France depuis 1974 et des victimes françaises à l'étranger. Ce sera aussi un lieu de commémoration, celle du 11 mars, date française et européenne, et de toutes les autres commémorations que les victimes voudront célébrer. Le musée mémorial du terrorisme sera aussi un lieu de transmission, de formation, de pédagogie. C'est essentiel de comprendre le travail de tous ceux qui interviennent sur la scène d'un attentat, les aidants de première ligne, les primo-intervenants, les forces de secours,
les forces de police, de gendarmerie et bien évidemment aussi les magistrats. C'est un lieu ouvert à tous les publics, mais en particulier les publics scolaires. Aujourd'hui déjà, une exposition est en cours de construction avec des collégiens, des lycéens sur la thématique « Faire face au terrorisme ». Cette première manifestation prévue en 2023 montre à quel point la jeunesse aujourd'hui est à la fois passionnée par ce sujet, inquiète, mais aussi offre une promesse d'avenir. Le musée mémorial s'adresse à tous les publics. Il s'adresse à tous les publics à la fois pour essayer de comprendre ce qu'a été le phénomène terroriste et aussi pour l'appréhender, pour le mettre à distance d'une certaine manière, pour conjurer la sidération que provoquent les attentats. C'est donc aussi un lieu d'espoir. Le site choisi pour implanter le futur musée mémorial du terrorisme est une ancienne école de plein air qui a été construite en 1935 à proximité du mémorial de la France combattante sur le mont Valérien. Pour nous, c'est une chance et un symbole, car ça signifie à la fois un lieu de résilience et un lieu de résistance. Résilience parce que nous nous inscrivons dans une forme de continuité, puisque c'était une ancienne école de plein air destinée à accueillir des enfants à la santé fragile, installés dans un lieu proprement magnifique, exceptionnel. Et puis la résistance parce qu'évidemment la proximité du mémorial de la France combattante montre à quel point l'idée même de construire un musée mémorial alors que la France et l'Europe et le monde sont encore touchés par des actes terroristes est une forme de résistance par la culture. Bien. Merci beaucoup, Madame Raflik-Grenouillot, pour cet exposé très dense avec beaucoup d'informations qui permettent de mettre en perspective le terrorisme contemporain, non pas pour relativiser, mais pour mieux identifier à la fois les particularités, comme vous l'avez dit, historiques de chaque situation. Donc un devoir d'histoire qui nous est imposé, et puis en même temps pour repérer les invariants, parce que malgré tout, si la définition est impossible, écoutez, vous nous avez quand même donné des pistes pour définir le terrorisme. Alors, merci aussi pour les questions mémorielles et les enjeux civiques, notamment autour du terrorisme de confrontation. Et là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est le piège, en fait. Et donc, il est important de bien avoir les mots juste pour saisir les situations historiques et les pièges qui peuvent nous être tendus. Alors, peut-être, je vais laisser la parole donc à Madame Jarry, et puis il y a des questions dans le forum qu'on pourra reprendre tout à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et à toutes, je vais essayer d'être aussi concise et efficace. Donc j'ai été contactée en effet en début d'année pour participer à cette première exposition numérique du futur MMT qui s'intitule du coup Face au terrorisme. Alors je vais juste vous expliquer en quelques mots pourquoi j'ai été contactée. En fait, ça fait quelques temps maintenant que je suis intéressée et engagée dans la problématique de savoir comment enseigner le. Et c'est un projet qui a été, qui a germé notamment après l'attentat de Samuel Paty, comme ça a été un moment compliqué en tout cas pour moi face aux élèves, avec des réactions très fortes de leur part de rejet des formes de commémoration qui ont été mises en place après. Et donc, grâce à l'équipe notamment de Denis Péchanski et de Francis Eustache, j'ai pu assister à une semaine qui avait été mise en place au collège Charles Péguy à Paris, où ils ont fait rencontrer en fait à leurs élèves des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et j'ai décidé de mettre la même chose en place dans mon établissement, avec pour objectif de remettre de l'humain, évidemment, dans cette histoire, de stimuler l'empathie des élèves et de permettre vraiment le dialogue sur un sujet qui, des fois, est un peu délicat à enseigner et délicat à aborder avec les élèves. Et à la fin de cette journée du coup de rencontre l'an dernier, qui a été une réussite, on a pu renouer le dialogue avec certains élèves qui étaient vraiment au départ bloqués sur leur position et qui ont dit par exemple des choses comme j'ai changé d'avis sur ce que c'est qu'un attentat terroriste, après avoir rencontré du coup des victimes.
Donc tout ça pour dire que du coup j'avais travaillé un peu sur comment essayer d'apaiser le débat sur ces sujets-là. Et donc j'ai été contactée en septembre par le Musée mémorial du terrorisme pour choisir une classe en fait et proposer un projet qui pourrait s'intégrer dans cette première exposition que je suis donc en train de monter toujours aujourd'hui avec ma collègue professeure documentaliste Lucille Baeza. Et en fait, on avait très peu de temps en termes de timing, on avait en gros 2 jours pour proposer un projet. Donc, je me suis reposée sur des choses que je connaissais un peu déjà, des projets que j'avais déjà un peu montés, qui étaient à la fois un peu originales et pertinents par rapport à ce qu'on me demandait et qui permettaient vraiment en fait de mettre les élèves au maximum comme des acteurs et donc de renouer les liens entre les élèves et du coup le reste de la société. Et donc, je suis repartie sur un projet qui avait été mis en place pendant le premier confinement qui s'appelait Rupture. Et en fait, on avait mis les élèves dans la position d'enquêteurs historiens en leur demandant de faire témoigner leurs proches sur comment ils vivaient le confinement. Et donc, je me suis dit que sur le modèle un peu du programme 13 novembre, qui est donc un programme porté par Denis Péchanski et Francis Eustache, qui a demandé à 1000 personnes en tout de témoigner dès mars 2016, puis 2 ans après, puis 5 ans après, afin de voir en fait l'évolution de la mémoire collective des attentats du 13 novembre 2015. Et donc, on s'est lancé dans ce projet qui a pris une forme un peu différente pour que les élèves soient vraiment acteurs et construisent du coup ce projet. Donc, la création d'une série de podcasts sur la mémoire des attentats du 13 novembre 2015, à la fois sur la mémoire des proches des élèves, et sur la mémoire du coup de victimes, comme l'objectif c'est aussi de les faire rencontrer donc des victimes. Donc j'ai choisi une classe de 3e. On s'est rendu avec elle à l'école du Louvre pour le lancement du projet à la fin septembre avec des élèves très réactifs et très enthousiastes. Et donc après on a essayé d'organiser un calendrier du coup pour nos séances donc de septembre à juin parce que l'objectif est donc de rendre le projet à la fin d'année scolaire. Donc évidemment, la première étape, ça a été de présenter le monde du podcast, qui n'est pas forcément connu de nos élèves, grâce à la professeure documentaliste. Donc on a écouté des podcasts avec les élèves qui avaient été faits d'ailleurs par d'autres élèves, des lycéens, analyser leur structure, leur contenu, afin vraiment de familiariser les élèves avec ce que c'est que le podcast et ce qu'on allait concrètement créer au cours de cette année de travail. Ensuite, du coup, la deuxième étape, ça a été donc d'essayer de faire bien moins bien que ce que vient de faire Madame Rafi Grenouillot, c'est-à-dire essayer de proposer aux élèves une définition de ce que c'est le terrorisme et une histoire un peu rapide du terrorisme afin de voir, parce que c'était une de leurs inquiétudes en sortant de la présentation, est-ce qu'on allait parler que du terrorisme islamiste? Évidemment non, bien dire qu'évidemment, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a plein d'autres formes de terrorisme, notamment dans l'histoire. En parallèle, on a eu du coup la chance d'avoir une visite de l'Institut du monde arabe avec différents ateliers sur l'art face à la violence et notamment une réflexion avec les élèves en master 2 de l'école du Louvre en médiation culturelle qui nous accompagnent du coup dans la création de cette exposition sur demander aux élèves de réfléchir à comment se réintégrer leur projet, c'est-à-dire ici les podcasts, au futur musée mémorial du terrorisme. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils ont adoré parce qu'ils m'en parlent depuis tous les mois, parce que du coup, la salle va vraiment ressembler à ce qu'ils ont proposé. Mais bon, voilà, c'est une idée qu'on lance du coup au MMT. Et ensuite, évidemment, on s'est vraiment lancé dans la construction des podcasts avec, comme première étape, la récolte, le recueil en fait des témoignages de leurs proches. Alors évidemment, on a fait un travail en amont avec des séances sur ce que c'est le témoignage en histoire, grâce notamment à des vidéos qui sont en ligne sur YouTube d'historiens comme Patrick Boucheron, Christian Ingrao ou Denis Péchanski sur pourquoi le témoignage est une source particulière en histoire et pourquoi il est important d'avoir des témoignages pour faire de l'histoire notamment contemporaine. Ensuite, comment être un bon enquêteur, avec pareil des historiens ou des professeurs d'histoire qui avaient l'habitude de mener des enquêtes, qui leur a donné des conseils sur quelle qualité il faut avoir pour être un bon enquêteur et faire une bonne enquête. Ensuite, la question du choix des témoins. Comment on faisait pour choisir des témoins dans son entourage. La question des questions qui devaient être communes pour faciliter la création du podcast. Donc, on a déterminé avec les élèves une série de 4-5 questions essentielles qu'ils devaient tous poser. Et évidemment, ils pouvaient rajouter en fonction des témoins des questions intermédiaires. La question de comment on enregistre pour que, évidemment, l'enregistrement soit utilisable dans le cadre du podcast. Et la question aussi juridique qui n'est pas évidente de l'autorisation de captation. Donc, on leur a expliqué qu'il faut demander, évidemment,
aux interviewés l'autorisation d'utiliser leurs paroles là dans le cadre d'un projet pédagogique et puis du futur MMT. Donc, depuis, on va dire, les vacances de Noël, les élèves recueillent le témoignage de leurs proches, donc en général 2 ou 3 par élève. Donc, ça peut être des familles, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être aussi des professeurs ou voilà, des entraîneurs, etc. L'objectif étant d'avoir une grande diversité des témoignages. Donc, on a des adolescents qui témoignent, des professeurs, des grands-parents, des voisins, etc. Donc, les témoignages, franchement, pour l'instant, sont très intéressants. Et donc là, on est dans l'étape un petit peu après, c'est-à-dire on a demandé aux élèves de transcrire et de time-coder en fait leurs témoignages afin qu'on puisse vraiment travailler de la façon la plus efficace possible pour la construction des podcasts. Et on a du coup aussi décidé ensemble de créer, a priori, si on y arrive, 5 épisodes pour notre série de podcasts. Donc, les 3 premiers seront exclusivement travaillés à partir des témoignages des proches des élèves. Donc, premier épisode serait la rencontre avec le terrorisme, c'est-à-dire comment ils ont appris ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, leurs premières pensées, etc. Ensuite, deuxième épisode sur l'après. Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie? Est-ce qu'ils ont eu ils ont changé de comportement, ils ont eu peur, etc. Et ensuite, le 3e épisode était vraiment important pour les élèves, ça concerne les attentats et l'identité. Parce qu'ils ont pas mal en fait interviewé des personnes de leur entourage de confession musulmane et du coup ils voulaient faire un podcast sur qu'est-ce que ça a changé en tant que musulman, mais aussi qu'est-ce que ça a changé en tant que jeune et même des fois qu'est-ce que ça a changé en tant que français, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément français par la nationalité, mais qui se sont sentis français à partir du 13 novembre 2015, notamment, voilà. Donc ça, c'est les 3 premiers épisodes qu'on va construire à partir vraiment des témoignages des élèves et de leurs proches. Et enfin, on aimerait faire 2 autres du coup épisodes donc qui seraient liés à des rencontres. Donc le 4e, ça serait le témoignage des victimes des attentats. Et du coup, l'enregistrement se passe demain parce que dans mon établissement, on est en pleine semaine du vivre ensemble où il y a beaucoup d'intervenants et de rencontres pour les 4 niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e. Et les 3e vont notamment rencontrer demain du coup une série de témoins de victimes du 13 novembre 2015 notamment. Donc on a passé du temps aussi à préparer des questions qui ne pouvaient pas être les mêmes en fonction des témoins. Donc on a 3, on va dire, rescapés qui étaient vraiment dans les attentats. Donc Mélanie Darras qui était sur la terrasse de la Belle Équipe, Catherine Bertrand qui était au Bataclan, qui n'a pas été blessée physiquement mais qui a fait une BD qui s'appelle Chronique d'une survivante, qui est très accessible pour les élèves sur le syndrome de stress post-traumatique qu'elle a développé en fait après le Bataclan. Gaëlle Messager qui a été gravement blessée notamment au visage dans le Bataclan et qui a perdu son mari qui est mort dans ses bras dans le Bataclan. Ensuite, on a une famille de victimes parce qu'on a du coup Philippe Duperron qui est aussi le président de l'association 13-11-15 qui a perdu son fils Thomas qui avait 29 ans au Bataclan. Et enfin, 2 personnes qui sont des victimes, on va dire, un petit peu indirectes, qui ont été plongées dans les attentats, mais on va dire de façon un peu plus indirecte. Jean-Luc Vertenschlag qui était en fait un voisin de la Belle Équipe et qui travaillait dans le domaine médico-social et qui du coup est descendu avec la trousse de secours qu'il avait chez lui, qui ne lui a pas du tout servi parce qu'évidemment c'était des blessures de guerre, et qui depuis en fait a créé une trousse spéciale pour les attentats qu'il va venir présenter aux élèves, qu'il distribue en fait gratuitement dans des lieux publics afin justement de faire face à un attentat ou en tout cas à quelque chose qui demanderait une trousse de secours vraiment adaptée. Et pour finir, Daniel Séni, qui est journaliste du Monde, qui habitait juste en face du Bataclan, en fait, dans la ruelle, à côté de l'issue de secours du Bataclan. Et en fait, lui, du coup, c'est lui qui a filmé les images que je pense vous avez tous et toutes vues du coup, du Bataclan, des gens qui sortent ou qui sont accrochés aux fenêtres. Et en fait, en essayant d'aller aider quelqu'un qui était par terre en bas de chez lui, il s'est pris en fait une balle en rentrant dans son immeuble. Donc il a été blessé, mais pas du tout dans le Bataclan, vraiment dans son immeuble en rentrant. Et du coup, il vient nous présenter avec Moustapha Kessou un film qui s'appelle 22h01 qu'il a créé donc avec Moustapha Kessou, qui est un autre journaliste du Monde, sur en fait la vie de cet immeuble, parce qu'évidemment, il s'est retrouvé coincé en bas avec quelqu'un dont il n'était pas sûr qu'il soit encore vivant, lui qui perdait son sang, il a dû appeler à l'aide ses voisins, et tout l'immeuble du coup a été plongé dans les attentats du 13 novembre 2015. Donc du coup, on enregistre leur intervention demain et puis après, on en fera un épisode spécial si on y arrive. Et enfin, le dernier épisode du podcast qu'on souhaiterait faire, c'est le regard des professionnels.
Bon, ils sont en troisième. L'objectif aussi, c'est un peu de les impliquer dans le parcours à venir. Et du coup, on aimerait les faire rencontrer 4 professionnels pour voir en fait en quoi les attentats ont changé un peu leur vie en tant que professionnels. Donc, un professionnel de la santé, un professionnel de la sécurité, un professionnel de l'information, donc qui tous, dans l'idéal, étaient en poste, en tout cas le 13 novembre au soir ou dans le week-end qui a suivi. Et enfin, un professionnel de l'éducation, parce que ça a changé aussi beaucoup de choses pour l'école avec les différents plans Vigipirate et les différentes interventions. Donc voilà où on en est. Et donc l'étape suivante, une fois qu'on aura tout récolté, c'est le choix des morceaux qu'on va mettre dans le podcast, la découpe du coup des extraits de vidéo, et puis après le montage avec eux leur rôle de journaliste, de présentateur, d'introduction, etc. Comme c'est eux qu'on essaye de vraiment mettre au cœur du projet, ils vont être aussi acteurs pour tout ce qui est logo et jingle, parce que du coup ils vont créer le logo du podcast avec ma collègue du coup d'art plastique, et le jingle et les sons du podcast avec ma collègue d'éducation musicale. Donc voilà le projet qu'on porte pour les collèges de l'Académie de Créteil pour le MNT, qu'on espère finir en juin. Donc 5 épisodes de podcast qui devraient être disponibles sur le site du mémorial dans un premier temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on sait à peu près à quelle date on pourra accéder à cette exposition numérique? Alors, d'après ce que j'ai compris, nous, il faudrait qu'on les rende du coup début juillet et ils aimeraient, je crois, que l'exposition soit disponible à partir de septembre, dans l'idéal. Je ne sais pas si on va tenir les délais, mais c'est l'objectif en tout cas. Merci beaucoup, Madame Jarry, d'avoir condensé tout ce travail très consistant que vous menez avec vos élèves. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, aussi bien à destination de Madame Rafli-Grenouillot ou de Madame Jarry. Alors, il y a déjà une question sur le choix de la date de 1974 comme point de départ de la chronologie du musée mémorial. Il y a deux réponses, j'hésite, vous enregistrez. Il y a la réponse officielle, c'est une décision du ministère de la Justice parce que l'attentat du drugstore est considéré comme le premier attentat à l'aveugle. Puis il y a la réponse officieuse, c'est pour éviter le problème de la guerre d'Algérie. Bien, écoutez, merci pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez poser dans le forum, dans le chat? Il y a des réactions plus que des réponses. J'avais une question sur l'apologie du terrorisme que vous avez évoquée, Madame Rafli-Grenouillot, qui est une question vive. Madame Jarry l'a aussi évoqué, puisque ça peut faire partie des extrêmes auxquels on peut être confronté dans les classes. Est-ce que vous avez des éléments sur le contexte dans lequel le délit a été constitué comme tel? Alors, en fait, vraiment, c'est l'héritage des lois scélérates. On est en plein là-dedans. Puis ensuite, une conjonction avec les lois sur la presse, la liberté d'expression. Alors, je ne suis pas juriste, je ne vais pas vous reprendre le discours juridique, mais ce qui se pose aujourd'hui, alors là, on est dans un contexte assez spécifique avec l'affaire Colonna. Par exemple, on vient de voir que le drapeau corse allait être mis en berne. Potentiellement, la justice pourrait se saisir. Après, c'est des décisions qui sont à la fois juridiques et puis politiques, de saisir ou de ne pas saisir en fonction du contexte, en fonction des réactions possibles, des mises en danger potentiel de l'ordre public. On retombe en fait sur les mêmes problèmes de définition pour l'apologie du terrorisme que pour le terrorisme en soi. C'est une réponse qui n'est pas une réponse parce qu'il n'y a pas de réponse, en gros. C'est tout l'intérêt de votre présentation, c'est d'apporter beaucoup d'éléments de réponse, mais aussi poser beaucoup de questions sur la manière d'appréhender le phénomène avec l'importance des termes, du vocabulaire. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez souligné et qui me paraît essentiel
hein, en termes de rigueur et en termes d'esprit critique. Et je pense que c'est vraiment un sujet, hein, qui est tout à fait porteur, hein, pour développer l'esprit critique des élèves, la mise en perspective et l'attention aux mots justes pour désigner les choses. Alors, merci beaucoup. Nous arrivons au terme du temps. C'est passé très très vite, trop vite. Donc, je vous remercie toutes deux d'avoir accepté et d'être intervenues dans cette visioconférence. Je crois que vous nous avez donné très envie à la fois d'approfondir tout ce qu'on a abordé. Donc, à travers la lecture de l'ouvrage de Madame Rafik Grenouillot en particulier, mais aussi des réflexions de Denis Péchanski et de son équipe qui a été évoquée plusieurs fois. Vous nous avez aussi donné très envie de découvrir très vite l'exposition numérique et les différentes productions des élèves, et puis aussi de découvrir ce musée mémorial, hein, qui va ouvrir en 2027, donc à Suresnes, au Mont Valérien. Alors, juste peut-être quelques autres ressources, parce que pour le coup, alors j'avais prévu, mais on a aussi, j'ai pas pensé à les mettre, mais j'enverrai le PowerPoint si vous voulez, hein. Il y a déjà quelques ressources en ligne, quelques capsules qui ont été faites. Et puis il y a le PSC, en fait, le projet socioculturel du musée, dans lequel en fait on a une description déjà très précise de ces questions mémorielles, qui est en ligne, qui a été rendu public là, le 11 mars, et dans lequel on a déjà beaucoup d'éléments, et puis des graphiques, et puis des photos, des mémoriaux, des premiers scellés, voilà, de différentes pièces qui sont aussi des supports pédagogiques possibles. Donc ça peut être des documents à utiliser en classe, éventuellement pour vous aussi. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments supplémentaires. Donc le diaporama donc, est mis à disposition, hein, Madame Rafik Grenouillot. Donc il sera sur le site HGC, donc le site académique Histoire-Géographie de Créteil. Et puis nous mettrons également le lien vers l'enregistrement de cette visioconférence, qui permettra aux collègues qui n'ont pas pu se rendre disponibles un mercredi après-midi, et c'est tout à fait compréhensible, de pouvoir profiter de cette conférence. Merci encore, très bonne fin de journée et bon courage, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Alors je clique.